Très bien, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on va aborder aujourd'hui on va corriger la planche d'exercice sur les pourcentages et bien sûr il y a des petites questions liées au tableur. Donc je vous propose de commencer par corriger le numéro 1. Alors le numéro 1, il dit ceci. Alors on vous dit le 29 mai 2005, lors du référendum français sur la Constitution européenne, un institut a analysé les votes à la sortie des urnes dans une petite ville. Dans cette ville, 3062 personnes sont inscrites sur les listes. Dans les suffrages des votants, on considère les votes oui et les votes non, les votes non, et les votes nuls ou blancs. Dans l'ensemble de l'exercice, les pourcentages obtenus seront arrondis à 0,1%. Alors on vous dit sur les 3000, alors je vous laisse découvrir l'énoncé, voilà, je vais monter un petit peu, voilà pour la partie A. Donc je vous laisse lire l'énoncé. Donc sur 3062 personnes inscrites, 1048 se révèlent être abstentionnistes. Donc on a compris que si nous avons 3062 personnes inscrites et que l'on a 1048 abstentionnistes, c'est que nous avons effectivement 3062 moins 1048 personnes ayant voté. Autrement dit, on vous demande alors on appelle taux de participation au référendum. Il correspond à quoi? Au pourcentage des votants parmi l'ensemble des inscrits. Déterminer ce taux de participation. Déterminer ce taux de participation. Alors, pour déterminer ce taux de participation, il faut bien entendu il faut bien entendu calculer le nombre de votants. Alors nous avons combien d'inscrits? Je n'ai pas le chiffre au tableau. Le nombre d'inscrits, 3062. Nous avons combien d'abstentionnistes? 1048, n'est-ce pas? Ce qui fait un nombre de votants égal à combien? 2014. Alors on a défini le taux de participation comme étant le rapport entre le nombre de votants, entre le nombre, pardon, le nombre de votants sur le nombre d'inscrits. Quel est donc le taux de participation? Quelle opération je fais? Je fais 2014, n'est-ce pas? 2014 divisé par 3062. Alors attention à la consigne, on vous demande de donner un résultat à 0,1% près. Lorsque vous faites l'opération, ça fait exactement combien? Lorsqu'on fait la division, 2014 sur 3062, bien sûr, multiplié par 100. Ça fait exactement quelle valeur? Ça fait 66,774. Donc, comme on me demande un arrondi à 0,1 près, faites attention, ça fait donc 65,8%. Très important. Donc, ceux qui ont répondu 60, attention Delphine, ce n'est pas 65,7. Ce n'est pas 65,7. Attention Doudou, c'est pas 65, mais 65,8. Pourquoi? Parce qu'on me demande un résultat à 0,1% près. Fanny, on n'a pas à vous spécifier par excès ou par défaut. Lorsqu'on vous demande d'arrondir à 0,1, si vous trouvez 65,74,
vous écrivez 65,7. Si vous trouvez 65,75, vous écrivez 65,8, etc. Et au-delà de 5, vous écrirez 65,8. Est-ce que c'est bon? Bien sûr, vous pouvez éventuellement dans votre corrigé écrire 65,8 à 0,1% si vous préférez par excès. Voilà, vous pouvez l'écrire par excès. Voilà, si vous voulez donner une précision. Ok, pas de questions. Très bien. Deuxième question. Lors du vote, 2000 personnes ont déclaré voter oui ou non au référendum. On considérera que leurs déclarations sont sincères. Leur répartition en pourcentage est donnée dans le tableau suivant. Donc là, vous avez la tranche d'âge, ça va de 18 ans à 70 ans et plus. Donc là, vous avez la colonne des oui, et là, à droite, vous avez la colonne des non. Parmi ces 2000 personnes, relevez le pourcentage de personnes qui ont moins de 25 ans et qui ont voté oui. Autrement dit, dans votre tableau, il suffit de croiser la colonne des oui et la ligne des 18-24 ans. Et donc la réponse, c'est 7,1%. 7,1%. Est-ce que c'est clair? La réponse est 7,1%. OK. Ensuite, petit b. Déterminer le pourcentage de personnes ayant entre 18 et 24 ans. Déterminer le pourcentage de personnes ayant entre 18 et 24 ans. Il est clair que là, il faut bien entendu additionner 7,1%, c'est-à-dire le pourcentage des 18-24 ans qui ont voté oui, plus 8,9%, c'est-à-dire le pourcentage de votants, le pourcentage de personnes ayant voté non. Est-ce que cette réponse vous convient? Et ça fait donc, Malika me dit 16%. J'ai pas fait le calcul. Donc j'écris rien au tableau. D'accord? Donc la réponse apparemment convient à tout le monde. Ensuite, déterminer le pourcentage de personnes ayant voté oui. Pour déterminer le pourcentage de personnes ayant voté oui. Le pourcentage de personnes ayant voté oui, il suffit d'additionner les pourcentages dans la colonne des oui. Donc il faut faire 7,1, ça c'est parmi les 18-24 ans, plus 10,4 parmi les 25-34 ans, et ainsi de suite, plus 11, plus 5,3, plus 6,3, plus 4,4. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la réponse, Malika l'a donnée de 44,5%. Est-ce que c'est clair? Vous m'arrêtez s'il y a un souci. Ok, très bien. Je continue. Petit d. Déterminer le nombre de personnes ayant voté oui. Alors, pour déterminer le nombre de personnes ayant voté oui, rappelez-vous, nous avons un total de combien de personnes? 2000 personnes ayant voté oui ou non. Et le pourcentage est de combien? 44,5. Donc, Delphine et Malika nous a donné ce pourcentage. Donc, le nombre de personnes ayant voté oui, c'est 2000 que multiplie 44,5 divisé par 100. Et ça fait donc 890 personnes qui ont voté oui.
Est-ce que c'est bon? Parfait. Je continue. Compléter. Alors, compléter les effectifs de l'arbre donné en feuille annexe à rendre avec la copie. Parmi les inscrits, déterminer le pourcentage de personnes ayant voté non. Donc l'arbre, il est là. Donc si vous permettez, on va le reproduire sur notre tableau. Donc je vous laisse redécouvrir la question. Compléter les effectifs de l'arbre donné en feuille annexe à rendre avec la copie. Parmi les inscrits, déterminer le pourcentage de personnes ayant voté non. Alors, on va donc reproduire notre arbre. Alors l'arbre, il est comme ça. Alors nous avons ici ok, nous avons ici alors donc je continue mon tableau. Les personnes ayant voté oui. Ici, les personnes ayant voté non. Et là, on me donne le nombre. On me dit que le nombre de personnes ayant voté non, non, c'est 1110. Hein, vous me corrigez. 1110. Et là, personne ayant voté. Donc là, ayant, personne ayant voté blanc. Ayant voté blanc. Ou ayant un vote nul. Ou ayant un vote nul. Alors, vous voulez bien me rappeler le total des inscrits? Est-ce qu'on est d'accord? 3062. Donc là, nous avons le total des inscrits. 3062. Rappelez-moi le nombre d'abstentionnistes. 1048. On est d'accord. Forcément, le nombre de votants. Donc vous avez compris la structure de l'arbre. Voyez? Vous avez compris cette structure de l'arbre? Autrement dit, si on s'amusait à calculer une probabilité, si on vous dit quelle est la probabilité que la personne ait voté, ça va être combien la probabilité? 2014 divisé par 3062. Forcément, si la personne n'a pas voté, elle s'est abstenue, et les abstentionnistes, effectivement, la probabilité que ce soit abstenu, c'est 1 moins la probabilité qu'elle ait voté, puisque c'est l'événement contraire. Donc là, je fais juste un petit rappel sur le vocabulaire des probabilités, j'en profite. Alors maintenant, personne ayant voté oui. Je crois qu'on avait calculé tout à l'heure. On avait fait le pourcentage et on avait trouvé 890. Et personne ayant voté non. 1110. Et par soustraction, on obtient combien de personnes ayant un vote nul? 14. Est-ce que vous m'avez compris? Donc voilà pour l'arbre. Pas très compliqué. Alors maintenant, je retourne à l'exercice, voire à la question. Compléter les effectifs de l'arbre, donc ça c'est fait. Parmi les inscrits, déterminer le pourcentage de personnes ayant voté non. Alors parmi les inscrits, quel est le pourcentage de personnes ayant voté non? Comment je fais?
Le pourcentage de personnes, oui, Malika? On continue? Alors, après, on me dit, question suivante. Donc, compléter l'arbre, c'est fait. Alors, parmi les inscrits, on n'a pas répondu à la question. Parmi les inscrits, déterminer le pourcentage de personnes ayant voté non. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais comme opération? Il y a combien de personnes qui ont voté non? 1000, 100, 1000, 110. Il y a combien d'inscrits? Bien sûr, 3062, que multiplie bien sûr 100. Et toujours, n'oubliez pas la consigne, il faut arrondir à 0,1%. Et ça fait donc combien? Il faut arrondir à 0,1%. Ça fait donc 36,2%. Est-ce que c'est d'accord? Ah, si c'est 36, non. Alors si c'est 36,25, je dirais 36,3%. Moi, je n'ai pas la réponse. Si ça fait 36,25, je vais donc écrire 36,3%. D'accord? Ok. Pas de problème, Jenny. Alors, on passe à la question suivante. On passe à la question suivante. Alors, partie B, des informations du bureau de vote obtenues le 29 mai 2005. Des informations du bureau de vote obtenues le 29 mai 2005. L'Institut a, l'Institut a retenu de plus les résultats précédents dans le tableau ci-dessous. Donc nous avons d'un côté les votants, le pourcentage de votants, et nous avons les abstentionnistes. Et nous avons bien sûr le total à côté, 100%. Les résultats sont donnés en pourcentage des personnes inscrites dans chaque classe d'âge. Parmi les 550 personnes inscrites et âgées de 18 à 24 ans, il y a 229 abstentionnistes. Quel est le taux d'abstention dans cet âge, cette tranche d'âge? Est-ce qu'on est d'accord que si nous avons 550 personnes inscrites âgées entre 18 et 24 ans et qu'il y a 229 abstentionnistes, alors le taux d'abstention est tout simplement égal à combien? À 229, n'est-ce pas, divisé par 550 et multiplié par 100, qui est égal à 41,6%. Est-ce que ça va? Question suivante. Question suivante. Dans le tableau ci-dessus, que signifie le nombre 77,3% situé à l'intersection de la ligne 45-59 et de la colonne des votants? Ça veut tout simplement dire qu'il y a 77,3% de votants parmi la classe d'âge 45-59 ans. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, Fanny. Oui, Fanny. Donc je répète encore une fois, lorsqu'on vous dit parmi les 550 personnes inscrites et âgées de 18 à 24 ans, il y a 229 abstentionnistes, ça veut dire qu'il y a au total 550 personnes âgées entre 18 et 24 ans. Plus bas, en deuxième question,
on vous dit dans le tableau ci-dessus que signifie le nombre 77,3% situé à l'intersection de la ligne 45-59. Ça veut dire que parmi les personnes âgées entre 45 et 59, donc parmi ces personnes inscrites, il y a 77,3 qui ont voté oui. Voilà, j'espère que c'est clair. Ok, très bien. Ensuite, on vous dit, parmi l'ensemble des personnes âgées, parmi l'ensemble des personnes âgées de 25 à 34 ans, 378 sont abstentionnistes. Combien y a-t-il de personnes de cette tranche d'âge inscrites dans ce bureau de vote? Vous avez compris? Il y a 378 personnes abstentionnistes. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une petite opération. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein. On peut faire une petite règle de 3 ou faire tout simplement un produit en croix. D'accord? On peut faire un produit en croix. Donc, si on a combien de votants? Alors, si on a combien de votants ici? Alors, on a combien de votants? Alors, nous avons 378 abstentionnistes. Donc là, on va avoir les abstentionnistes qui sont au nombre de combien? 378. Oui, Malika? Alors, donc il y a 378 abstentionnistes qui représentent un pourcentage de combien? Là, c'est la classe 25-34. Vous êtes d'accord avec moi? 25-34. Il représente combien? Ah oui, mais j'avais pas vu que j'avais pas vu que nous l'avons. Alors, hein, le pourcentage est de combien? Le pourcentage d'abstentionnistes est de combien? 32, c'est ça? Nous avons ici un tableau de proportionnalité. Est-ce que c'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que 0,45 que multiplie x est égal à 0,55 que multiplie 378. Je vous rappelle le principe du produit en croix ou de la quatrième, ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Quand vous avez A, B, C et là vous avez X, vous faites AX égale BC. Et donc ça fait X égale tout simplement 0,55 que multiplie 378 le tout divisé par 0,45. Et ça fait combien? 462. Est-ce que c'est clair? Ok. Ok, très bien. J'ai pas tout à fait répondu à la question. Donc là, j'ai trouvé le nombre de le pourcentage de votants, d'accord? Donc je vais répondre à la question autrement. Alors en additionnant, ça fait combien donc? On va répondre après autrement, d'accord? Euh, En additionnant, ça fait donc combien? Ça fait 840. Ok? Donc Delphine, vous inquiétez pas. On va faire le problème. Oui, bien sûr, non, mais j'avais pas compris. J'avais pas compris qu'il demandait directement le nombre de votants. Donc, je vais raisonner autrement. Donc là, effectivement, après, on fait la somme, comme on a fait 378 plus 462. Mais on pouvait y arriver plus rapidement, bien entendu. Donc, en réalité, le tableau qui est là, il faut plutôt écrire ici, à la place, vous me suivez ou pas? Dans ce tableau de proportionnalité, là, je vais faire le total. Vous me suivez ou pas? Le total des inscrits. Vous me suivez? Le total des inscrits. Donc là, forcément, j'ai quel pourcentage? 100%, n'est-ce pas Delphine?
Là, j'ai 100%. Et là, cette fois-ci, je vais appeler ça Y. Vous me suivez ou pas? Donc, j'aurais pas dû passer par là. C'est moi qui ai mal lu la question. Donc, en réalité, votre tableau de proportionnalité, vous le faites comme ça. Puisque vous cherchez cette fois-ci le nombre d'inscrits. Est-ce que c'est bon? Et donc, vous faites 0,45Y, n'est-ce pas? 0,45Y est tout simplement égal à 378, ce qui me donne Y est égal à 378 divisé par 0,45. On est d'accord? Et ça fait bien 840. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok. Du reste, Du reste, j'attire votre attention sur une propriété très importante de la proportionnalité, d'accord? J'attire votre attention sur une propriété très importante, c'est la propriété de linéarité. Alors ici, j'ai les fameux, vous voyez? Donc là, rappelez-vous, j'ai les abstentionnistes, là, j'ai les votants, et là, j'ai les inscrits. Là, j'avais dit, vous voulez me rappeler les pourcentages? J'avais dit 32%, c'est ça? Ici, 32%? Non, 45, d'accord? Donc là, 55, et là, vous avez compris, 100. Et vous rappelez ici le nombre, on avait trouvé combien? Il donnait combien? De 378, vous me suivez ou pas? Là, on a trouvé ici, rappelez-moi, 400, combien on a trouvé ici? 400, 462, n'est-ce pas? Et donc là, on a trouvé 800, 840. Et donc là, c'est une propriété très intéressante de la proportionnalité. Vous voyez, quand vous faites ça plus ça, vous voyez, ça plus ça, n'est-ce pas? Ça plus ça vous donne 100. Ça vous donne 100. Propriété additive, voilà. Et c'est bien égal à ça plus ça. C'est bon? Donc ça, c'est une propriété très importante de la proportionnalité. Ok? Tout le monde a compris? Ça veut dire que si là, pour être clair, si là j'ai un tableau, si là j'ai un tableau de proportionnalité, si là j'ai un tableau de proportionnalité, d'accord? Là j'ai par exemple, là j'ai par exemple X, là j'ai Y, là j'ai Z, et là j'ai T. Si là j'écris X plus Y, là j'écris Z plus T. Si là j'écris 2X plus 3Y, là j'écris quoi? 2Z plus 3T. Si là j'écris X moins Y, là j'écris Z moins T. Voilà comment fonctionne un tableau de proportionnalité. Malika, j'ai pas compris votre question. Donc on va en profiter là tout de suite pour rappeler ce qu'est une suite euh, géométrique, ce qu'est une suite arithmétique. On peut juste dire deux mots. Alors, d'abord, il faut savoir manipuler ce qu'on appelle une écriture indicée. Là, vous avez une suite de nombres. U0, U1, U2, U3. Et bien sûr, ça continue. U10, U50, UN. Ça continue. UN plus 1.
Ok. Donc là, vous avez une suite de nombres. Si la suite de nombres est comme ça, là vous avez 7, 10, 13, 16, etc., etc., etc. Autrement dit, ici, vous avez un plus 1 est égal à un plus 3. Vous remarquez que pour passer de là à là, je rajoute à chaque fois le même nombre 3. Donc cette suite-là, qui obéit à cette écriture-là, est appelée suite arithmétique de raison 3. Donc une suite est arithmétique si le terme suivant est égal au terme précédent plus le même nombre, R, qu'on appelle la raison. Suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Par exemple, les entiers naturels, 1, 2, 3, forment une suite arithmétique de premier terme 1 ou même 0 et de raison 1. Voilà, tout simplement. Donc ça caractérise une suite arithmétique. Donc il faut savoir ce que ça veut dire. Quand on parle de suite arithmétique, c'est une somme de nombres. C'est une somme de nombres. Donc c'est une somme de nombres. Enfin, c'est pas une somme de nombres. Là, je viens de recevoir un petit courrier. C'est une suite de nombres telle que le nombre suivant est, est égal au nombre précédent plus une quantité constante qu'on appelle la raison. Donc si vous avez, donc ça c'est une suite arithmétique de raison 3. Maintenant si je regarde le même schéma ici, et j'écris par exemple, vous voyez, j'écris 3. Après, U0 c'est 3, d'accord? U1 c'est 6. U2 c'est 12. U3 c'est 24. Et quelque part ici, UN plus 1 est tout simplement égal à 2 fois UN. Autrement dit, cette fois-ci, au lieu de rajouter le même nombre, on va multiplier à chaque fois par le même nombre. Et donc cette suite-là est une suite qui s'appelle suite géométrique. Donc une suite est géométrique si le terme suivant, donc UN plus 1, est tout simplement égal à Q fois le terme précédent. D'accord? Si le terme suivant est égal à Q fois le terme précédent. Donc cette suite-là est une suite géométrique de premier terme, voilà, de premier terme 3 et de raison 2. D'accord? Suite arithmétique, suite géométrique. Alors il faut savoir ceci, c'est qu'en termes graphiques, nous n'avons pas fait des suites linéaires, mais si vous prenez des termes en progression arithmétique, et si vous les représentez dans un repère, donc si là vous mettez petit n, donc un, n égale 1, 2, 3 pour avoir ici u1, donc là vous avez u1, u2, et bien tous les termes appartiendront, seront sur la même, ils seront alignés. Ça, c'est ce qui caractérise une suite arithmétique. Donc quand vous avez tous les termes, si vous représentez par exemple, vous voyez, 7, 10, 13, si je prends cette suite-là, vous voyez, je prends un plus 1 égale un plus r. Si je représente cette suite-là par, donc je fais mon repère comme ça. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là j'ai 1, 2,
3, 4, 5. Et on avait dit que le premier terme U0 c'était combien? C'était 7. D'accord? Donc U0 égale 7. U1 égale 10. U2 égale 13. Donc si là, je représente, on va dire, par pas de 4. Alors ici donc 4. Alors attendez. Oula, 1, 2. Alors 1, 2. C'est assez difficile. Alors 2, 4, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Si je représente le premier 0, 7, donc 2, 4, 6, 7, voyez, 0, 7. Le deuxième 1, 10, 1, alors 2, 4, 6, 8, 10. 1, 10, c'est à peu près là, voyez. Après, 2, 13, voyez, 2, 13, 2, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Voilà, à peu près là, vous voyez? Et vous remarquez que ces points-là sont bien sur la même droite. Vous voyez? Donc là, nous avons n en abscisse et la valeur en ordonnée. N en abscisse et un en ordonnée. D'accord? Et dans le cas d'une suite arithmétique, tous les points sont sur la même droite. Ok? Ah oui, Comboya, c'est pas diviser, attention. Il n'est pas question de multiplier il n'est pas question de diviser, Comboya. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'écris ceci, si, quand j'écris ceci, euh, la Q, Q c'est un réel. Je peux avoir une suite, je peux avoir une suite géométrique telle que un plus 1 égale à 1 demi de un. Ça veut dire que si U0 c'est 10, U1 c'est 1 demi de 10, ça fait 5, U2 c'est 1 demi de 5, ça fait 2,5, et ainsi de suite. U3 c'est 1 demi de 2,5, 1,25, and so on. Puisque la raison c'est 1 demi. Voilà. Donc si vous préférez, on divise à chaque fois par 2. Mais il ne faut pas retenir division et multiplier. Il faut retenir que le terme suivant est toujours égal à un nombre constant que multiplie le terme précédent. Voilà ce qu'il faut retenir. Et dans le cas d'une suite arithmétique, on peut avoir une raison négative. Par exemple, si j'ai une suite comme celle-ci, un plus 1 égale à un moins 5, ça veut dire que si U0 c'est 10 ou 12, U1 c'est 7, U2 c'est 2, et ainsi de suite. U3 c'est moins 3, et ainsi de suite. On rajoute à chaque fois moins 5, ou bien on retranche à chaque fois 5, c'est la même chose. Ça c'est une suite arithmétique de raison moins 5. Ok. Donc c'était quand même intéressant de savoir quelle était la définition d'une suite. Alors bien sûr, c'est un chapitre très intéressant puisque, vous voyez, ce qu'il faut savoir par contre au CRPE, ce qu'il faut savoir au CRPE, ça vous devez pouvoir répondre facilement. Au CRPE, il est impératif de savoir calculer ça. Exemple. Vous voyez, au CRPE, il est important de savoir calculer ça. Est-ce que vous, dans votre tête, vous avez voilà, est-ce que vous savez calculer cette somme-là?
Bien sûr, certains vont me dire, il suffit de poser l'opération. Mais imaginez que de là à là, j'ai 50 termes. Vous me suivez ou pas? Donc je ne peux plus m'amuser à additionner. C'est bon? Donc il faut trouver une formule. Voilà, mais il faut trouver une formule. Est-ce que la formule, la démarche, vous la connaissez? Très important. Est-ce que vous savez calculer cette somme-là? Ok. Pas vraiment Thierry. Pas tout à fait Thierry. Pour reprendre une formule consacrée. Alors, euh, alors je vous explique la démarche. Je vous explique la démarche. Très important, ça, l'oubliez pas. Très important parce que dans les concours, il y a toujours des petites questions. Vous savez, on tombe toujours sur un exo, par exemple, comme celui-là. Moi, je vous le dirai après. Regardez ce que je vais faire. Excellent. Virginie, un petit peu emmêler les pinceaux. Mais bon, l'idée, ce qui compte, c'est d'être capable de retrouver. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que S5 peut s'écrire comme ça aussi? Est-ce qu'on est d'accord? On peut écrire la somme dans l'autre sens. Ok. Je trace un trait. Je trace un trait. J'additionne membre à membre. J'additionne membre à membre. Ça me fait 2 fois S5, oui ou non? D'accord? Ça me fait 16 plus 16 plus 16 plus 16 plus 16. Mais à quoi correspond 16? 16, si vous regardez bien, c'est la somme du premier terme et du dernier terme. Donc, la somme que je cherche, c'est le nombre de termes 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc combien? 5 fois 16, c'est quoi? C'est le premier plus le dernier. Donc la somme que je cherche, c'est 5 que multiplie le premier terme plus le dernier terme, le tout divisé par 2. Concrètement, ça veut dire que si on vous demande des, quelle est la somme des 50 premiers nombres entiers naturels. Si, si on vous dit la somme des 50 premiers entiers naturels. Je tiens à vous dire que Gauss, mathématicien illustre, à 6 ans, donné la réponse. Il a remarqué quoi? Il a remarqué qu'en faisant 1 plus 2 plus 3 plus point point point, n'est-ce pas? Plus point 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 plus 49 plus 50. Il a remarqué quoi? Il a remarqué que en additionnant les termes extrêmes, voyez, ça fait 51. Et en additionnant les termes à égale distance des termes extrêmes, il a trouvé que ça faisait toujours combien? 51. Voyez? Ok. Donc, voilà comment les choses se passent. Donc, il a écrit S50, comme tout à l'heure. Ça fait 1 plus 2 plus 3 plus 49 plus 50. Et donc après, il a écrit S50 dans l'autre sens. Il a écrit donc
50 plus 49 plus 48 plus 2 plus 1. Ensuite, il a fait comme on a fait tout à l'heure, il a tracé un trait, il a additionné membre à membre, et il a trouvé 2 fois S50, mais c'est quoi? C'est 51, 51, 51. Donc ça fait combien de fois 51? De 1 à 50, ça fait 50 que multiplie le premier terme plus le dernier terme. Et donc, ça fait S50 égale 50 que multiplie 1 plus 50, le tout divisé par 2. Voilà. Donc, de façon générale, lorsque, pas de problème Delphine, de façon générale, lorsque Gauss, on lui doit beaucoup de propriétés dans le théorème de Gauss, dans la méthode du pivot de Gauss, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Quand vous avez des termes, quand vous avez des termes en progression arithmétique, pour calculer la somme, vous faites nombre de termes, nombre de termes, que multiplie le premier terme plus le dernier, le tout divisé par 2. Alors, ça veut dire que si je vous demande ceci, si j'écris ça, la somme, ça serait quoi? Ok, on va réexpliquer à Fanny. Alors la somme, ça serait quoi? On compte les termes. Il y en a combien au total? Il y en a 5. Ok, 5. Le premier terme, c'est combien? Le premier, c'est 7. Le dernier, c'est combien? 27. Et bien sûr, le tout divisé par 2. Ok. Alors, pour répondre à Fanny, ah bah Fanny, ça sert à beaucoup de choses. À beaucoup de choses, Fanny, hein. Si on vous dit que, si on vous dit dans une, dans une classe, un exemple, si on décide, par exemple de donner, d'allouer une certaine somme à, je sais pas, des salariés d'une entreprise, et puis qu'on décide, par exemple, somme initiale, on va dire 300 euros, 300 euros, et qu'on vous dise, on décide de rajouter tous les mois, de rajouter 50 euros, et ce pendant 5 ans, d'accord? Et ce pendant 5 ans, quelle serait la somme totale versée, par exemple? Donc on va pas s'amuser à faire 300 plus 50, plus 50, plus 50 et faire le total. Donc il faut avoir un raisonnement réfléchi. Donc il y a beaucoup de situations qui font appel à ce genre de calcul. D'accord?
Donc c'est assez important. Donc là, je l'ai vu avec les suites arithmétiques, mais les suites qui sont les plus employées, notamment en finance, toute la finance, elle tourne autour des suites géométriques. Il n'y a pas de calcul financier sans suite géométrique. Toute la finance, les placements, les emprunts, toute la partie financière, elle est structurée autour des suites géométriques. Donc c'est un concept très très important, très important. Donc c'est vrai que pour nous, il a des applications relativement simples. Oui, bien sûr, Camboya. Le graphique, c'est une fonction exponentielle. Dans le cas d'une suite géométrique, le graphique ressemblerait à ça, Camboya. Le graphique ressemblerait, pardon, le graphique ressemblerait à ça, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc ça croît exponentiellement. On appelle ça une croissance exponentielle. Ça croît vite. Dans le cas d'une suite géométrique, soit ça croît, soit bien sûr ça décroît. Ça dépend. Hein, si la raison est positive ou la raison est comprise entre 0 et 1. Donc vous avez des voilà. Mais ce qui est par contre important, c'est que si je vous dis ça, vous voyez, si je vous dis ça, lorsque vous appliquez la formule, si vous démarrez à U1 plus U2 plus UN et vous voulez appliquer la formule ici, vous dites la somme c'est quoi? Vous êtes d'accord avec moi que c'est N que multiplie U1 plus UN le tout divisé par 2. Est-ce que c'est clair? Donc ça, si mon premier terme, c'est U1. Mais la question que vous êtes à même de poser, c'est comment je trouve UN. Imaginons, imaginons, prenons un exemple. Prenons un exemple. Imaginons que je vous dise U0 est égal à 50 et que la raison est égale à 7. D'accord? Calculer la somme des... Alors je fais simple ici, je vais l'appeler U1 le premier. Comme ça, ce sera plus facile. Calculer la somme des 30 premiers termes. D'accord? Comment je fais? Calculer la somme des 30 premiers termes. Ça veut dire en réalité on me demande de calculer S30. Et c'est quoi S30? C'est U1, n'est-ce pas, que j'ai, plus U2, que je n'ai pas, plus, et ça va jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à U30. Donc si j'applique la formule précédente, ça me donne quoi? S30 égale à quoi? J'ai combien de termes depuis U1 jusqu'à U30? J'ai combien de termes depuis U1 jusqu'à U30? 30. Quel est mon premier terme? Quel est mon premier terme? U1. U1. Qui est égal à 50, effectivement. Quel est mon dernier terme? Quel est mon dernier terme? U30, que je ne connais pas. Divisé par combien? Par combien? Par 2. Voilà. Donc si je calcule, j'applique la formule. Vous avez compris les limites. Ici, j'ai 50 plus U30.
Et c'est très intéressant de savoir calculer U30. Je vais vous l'expliquer maintenant. D'accord? Je vais vous expliquer comment on fait pour trouver le dernier terme à partir du premier. Alors regardez. Regardez. Ici, ici, c'est U2. U2 c'est quoi? C'est U1 plus R. R c'est la raison. U3 c'est quoi? C'est U2 plus R. U4. Allez, je vous laisse, c'est quoi U4? U4. U3 plus R. Très bien. Et on va s'arrêter à U5 pour vous expliquer. On va s'arrêter à U5. Égal à combien? U4 plus R. Est-ce que c'est clair? Je trace un trait. Je trace un trait. J'effectue une addition membre à membre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que à gauche, j'ai U2 plus U3 plus U4 plus U5? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À gauche, j'ai U1 plus j'ai U2 plus U3 plus U4 plus U5. Ok? Ok. À droite, qu'est-ce que j'ai? U1 plus U2 plus U3 plus U4. Plus combien de fois R? 4 fois R. Est-ce que ça va? Je prends un trait de couleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le U2 à gauche s'annule avec le U2 à droite? Le U3 à gauche s'annule avec le U3 à droite. Le U4 à gauche s'annule avec le U4 à droite. Qu'est-ce qui me laisse? Qu'est-ce qui me reste à gauche? U5. Et ça me laisse quoi? U1 plus combien de fois R? 4 fois R. N'est-ce pas? Donc, si je reviens à mon exercice de tout à l'heure, rappelez-vous, dans l'exercice précédent, j'avais quoi? J'avais U1 égal à combien? À 50. Et là, j'ai R égal à combien? À 7. Et je voulais calculer U30. Donc, je vais appliquer le même principe. Pour trouver U30, je vais dire U30, oui, U30 est égal à U1 plus tout simplement combien? Qui peut me dire plus combien de R? Non, 29 R. 29 que multiplie 7. Et là, vous avez, alors Delphine, ici U5, regardez Delphine, 5, U1, n'est-ce pas Delphine? Plus, là, comment j'ai trouvé 4? Je fais 5 moins 1. Donc j'ai eu 30, j'ai eu 1, je fais 20, 30 moins 1. Donc en général, UN, UN est tout simplement égal à quoi? U1 plus N moins 1 que multiplie R.
n-1 que multiplie R. Voilà, exact. Pour passer de U1 à UN, on ajoute n-1 fois la raison. Non, encore une fois, il n'y a pas de programme. Il y a des méthodes calculatoires. Si jamais vous êtes devant un calcul, si jamais vous êtes devant un calcul où vous avez des termes en progression géométrique et qu'on vous demande de faire la somme, il faut être capable de retenir que lorsqu'on a des termes qui progressent arithmétiquement, la formule, c'est le nombre de termes que multiplie le premier plus le dernier divisé par 2. Le premier, je le connais. Si je n'ai pas le dernier, je le calcule à l'aide de cette formule. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation à retenir ça. Mais moi, au travers de tout ce que je vous explique, on essaie de bâtir une méthode. C'est d'abord aussi le raisonnement. Lorsque vous avez cet esprit démonstratif, ça vous prépare, ça vous donne une idée de comment aborder les mathématiques, comment démontrer des notions simples. Vous voyez, donc ça forge, on va dire, un esprit. Donc ça vous donne un peu d'autonomie pour justement aborder des aspects du concours qui ne sont pas forcément des applications directes, mais qui nécessitent une compréhension plus que globale. Vous avez compris? Si vous regardez dans mon livre de maths, si vous regardez dans le tome 1, vous allez trouver que qu'on a parlé des suites arithmétiques. Si, on a parlé, j'ai pas abordé les suites géométriques, mais les suites arithmétiques, on a abordé ça. D'accord, notamment pour sommer des nombres entiers, calculer la somme de 3, 4, etc. Ok. Donc voilà, merci d'avoir donc assisté à cette séance. Je vous retrouve donc demain à 10 heures et on va continuer donc la série, le corriger des exos. Donc on va passer au numéro 2, 3, 4, etc. À bientôt.